Le plexus hypogastrique est une structure qui est profondément enfouie dans le fond de la cavité pelvienne, qui reçoit une multitude d'afférences pour lesquelles je vais commencer par rappeler que le système végétatif va être localisé à l'aplomb médullaire avec le système orthosympathique et le système parasympathique. Sur la moitié droite de cette coupe, de la moelle épinière, nous allons remettre en place rapidement le nerf rachidien mixte avec sa racine postérieure caractérisée par son ganglion, sa racine antérieure, les ramis communicantes blancs et gris et la chaîne latérovertébrale qui se présente comme un caténaire qui est émaillé sur son trajet par une série de renflements ganglionnées d'où vont s'échapper deux types de branches efférentes. Celles qui sont destinées justement au plexus préviscéral qui nous intéresse à partir de cette chaîne latérovertébrale ou celles au contraire des branches qui vont gagner directement la paroi du splanchnos, la paroi du viscère intéressé quel qu'il soit. Et de toute façon, il existe toujours à l'aplomb de cette paroi un plexus intramural qui est le relais ultime de cette chaîne végétative. Les filets issus du plexus préviscéral arrivent eux aussi dans la paroi du viscère. Ce système orthosympathique est double, il est à la fois un système viscéromoteur et à la fois un système viscérosensible. Le système viscéromoteur siège dans la zone intermédiolatérale et son neurone va quitter par les ramis communicantes blancs le nerf rachidien mixte, va pouvoir faire relais dans la chaîne latérovertébrale et de là monter ou descendre vers les étages adjacents avant que de passer vers le plexus préviscéral où certains filets vont passer directement jusque dans la paroi du splanchnos. À partir du plexus préviscéral, l'avant-dernier relais est forcément mixte, capable de véhiculer à la fois les influx ortho et les influx parasympathiques. Ces influx orthosympathiques, viscéromoteurs, à l'aplomb du rectum, sont facilitateurs pour le sphincter lisse de l'anus qui est en permanence fermé, sont au contraire inhibiteurs pour les fibres musculaires lisses pariétales du rectum. À l'aplomb de la vessie, ces fibres sont facilitatrices pour le sphincter lisse de la vessie et facilitatrices pour le trigone vésical dont la contraction va entraîner la formation de l'entonnoir vésical et la fermeture des orifices urétéraux. Enfin, sous l'angle génital, chez l'homme, cette zone va correspondre à la zone des centres de l'éjaculation. La viscérosensibilité orthosympathique, à partir des plexus intramuraux, va pouvoir passer directement vers la chaîne latérovertébrale ou passer par le relais du plexus hypogastrique préviscéral et de là gagner la racine postérieure avec l'estésioneur qui se trouve dans le renflement ganglionné avant que d'arriver dans la zone intermédiolatérale où va se faire le relais avec la zone viscérosensible. À l'aplomb de cette région du renflement ganglionné postérieur, les cellules de Dogiel vont permettre une relation avec les estésionneurs somatiques qui, sur leur trajet, vont venir innerver un dermatome cutané, expliquant ainsi la projection à l'aplomb de la peau des douleurs d'origine viscérale. Ce système orthosympathique est celui de la réplétion et celui du remplissage des fonctions viscérales pelviennes. Au contraire, sur l'autre moitié gauche du schéma, où nous allons résumer de la même façon le trajet esquissé du nerf rachidien mixte avec le départ des ramis communicantes, nous allons mettre en place le contingent parasympathique. Ce contingent va siéger lui aussi dans la zone intermédio-latérale de la moelle et uniquement de la moelle sacrée, parce que ces centres vont correspondre aux myélomères qui s'étagent de S2 à S5, alors que les centres orthosympathiques s'étagent de T8 jusqu'en L3.
Le contingent parasympathique va emprunter le nerf rachidien mixte, ne va pas intéresser du tout la chaîne latérovertébrale et va soit arriver, ce sera le cas pour le nerf érecteur Descartes, directement au plexus hypogastrique préviscéral, soit, comme pour le contingent orthosympathique, gagner directement la paroi du splanchnos. Les derniers rameaux sont donc mixtes et véhiculent à la fois l'influx ortho et l'influx parasympathique. Cet influx anaplot du rectum va être facilitateur pour les fibres musculaires lisses pariétales, va être inhibiteur pour le sphincter strié lisse qui est en permanence fermé. À l'aplomb de la vessie va être facilitateur pour les muscles lisses du détrusor vésical et va être inhibiteur pour le sphincter lisse. Enfin, pour la fonction génitale, c'est là que siège la zone de l'érection, et ce aussi bien chez l'homme que chez la femme. Le centre vésical va correspondre au centre spinal de Budge, tel qu'on le connaît classiquement. Si je veux remettre en place maintenant sur une seconde vue de face la région du promontoire lombosacré, c'est parce que là va siéger le plexus hypogastrique supérieur de Auvellac qui va être à l'origine d'un contingent important pour le plexus hypogastrique inférieur. Voici sur cette vue de face la portion crânienne et le côté latéral droit. Voici le sacrum et le départ de l'aile iliaque. Le sacrum que nous allons présenter des deux côtés avec les trous sacrés antérieurs rapidement esquissés, les crêtes et sur cette région la chaîne orthosympathique latérovertébrale lombale avec ses derniers ganglions lombaires, puis dans ce plan ici les formations qui vont descendre dans le pelvis pour constituer la chaîne orthosympathique latérovertébrale sacrée avec ses 4 ou 5 enflements ganglionnés et l'éventuelle anastomose avec les ganglions de Walter à la partie inférieure. Sur cette vue de face, nous allons également esquisser la bifurcation aortique en L4 qui va donner à droite naissance à l'artère iliaque primitive qui se bifurque en iliaque externe et en iliaque interne, qui va de la même façon à gauche donner cette bifurcation d'origine des deux troncs iliaques. Et cette bifurcation aortique nous permet de rappeler rapidement l'artère sacrée moyenne alors que les artères sacrées latérales vont prendre naissance des contingents iliaques. Satellite de la bifurcation aortique, voici la confluence d'origine de la veine cave inférieure avec les veines iliaques externes, les veines iliaques internes qui sont celles-ci souvent plexiformes, à peine esquissées dans ce plan, pour montrer également la région la plus postérieure, présacrée, devant laquelle va venir siéger le plexus hypogastrique supérieur de Auvellac. Il a un aspect fenêtré ou un aspect lamellaire. C'est cette formation que l'on vient sectionner dans les interventions de côte qui étaient préconisées dans les algies des carcinomatoses pelviennes ayant envahi toute la cavité pelvienne. Voici schématisé de face la zone de l'ampoule rectale qui va occuper la loge viscérale postérieure du pelvis, et ceci pour rappeler que, à la face postérieure de l'ampoule rectale, va descendre le pédicule rectal supérieur, l'artère hémorroïdale supérieure, qui est une branche terminale de l'artère mésentérique inférieure, et qui va être accompagnée ici par les filets mixtes issus du plexus mésentérique inférieur, avec là aussi une afférence ortho et une afférence parasympathique. Eh bien, c'est là en arrière, prenant en quelque sorte en Y renversé l'ampoule rectale, que vont se détacher les deux nerfs hypogastriques, droit et gauche, qui vont constituer les affluents principaux végétatifs au plexus hypogastrique qui va siéger maintenant ici vers le bas. Je rappellerai à ce titre que l'urtère lombale va à droite effectuer sa flexura marginalis de Schwalbe en regard de l'artère iliaque externe et de l'artère iliaque interne, que à gauche, au contraire, l'urtère va surcroiser l'iliaque primitive avant que de plonger dans le pelvis pour donner son fuseau pelvien.
Et c'est là, sur le côté du rectum, sur le côté de l'uréter, que va siéger le plexus hypogastrique inférieur de Ovelac. Sur une coupe horizontale partielle, passant par la deuxième vertèbre sacrée, voici comment se présente la tranche de section du canal sacré, l'articulation sacro-iliaque latérale, c'est là la face ventrale et le côté latéral droit. Voici l'ampoule rectale qui va occuper la loge viscérale postérieure de ce pelvis sur la face antérieure du sacrum. Rappelons l'artère sacrée moyenne, les artères sacrées latérales, avec leurs satellites veineux, et se détachant de la face antérieure du sacrum, le muscle pelvidro-cantérien qui est le muscle pyramidal du petit bassin. L'uréter, dans sa portion pelvienne, file donc là-bas vers l'avant, et nous allons rappeler ici en arrière la présence des racines rachidiennes de la queue de cheval S2, S3, S4 qui vont sortir ici pour constituer le nerf sciatique, le nerf pudendal, et qui vont véhiculer le contingent parasympathique destiné au plexus hypogastrique. La chaîne latérovertébrale est dans ce plan, le nerf hypogastrique de chaque côté est à la face postérieure de l'ampoule rectale, et au contact de la face postérieure, voici l'artère hémorroïdale, l'artère rectale supérieure, accompagnée par les filets du nerf rectal supérieur, du nerf branche du plexus mésentérique. Eh bien, le nerf hypogastrique va contourner l'ampoule rectale et il va être accompagné par les filets mixtes du plexus mésentérique supérieur en direction de la première lame du plexus hypogastrique qui se divise ainsi en deux plans, qui est la lame médiale, qui est ici en dedans de l'uréter et qui reçoit donc ces deux contingents ortho et mixtes, orthosympathique et mixte. Au contraire, au contact des vaisseaux hypogastriques, dont je schématise ici le trajet avec les plexus veineux satellites, avec par exemple le départ ici de l'artère rectale moyenne, c'est là que les filets issus de la chaîne orthosympathique latérovertébrale sacrée, qui vont, à partir du deuxième renflement ganglionné, eux aussi participer à la constitution du plexus hypogastrique, c'est là maintenant que vont arriver les filets parasympathiques du nerf érecteur Descartes, qui va être issu de S2, S3, S4, S5, qui sont 4 ou 5 filets. Ils sont d'autant plus gros qu'ils naissent plus haut. Et ces rameaux vont, comme les filets issus de la chaîne orthosympathique latérovertébrale, gagner le deuxième contingent du plexus hypogastrique, qui lui se trouve au contraire sur la face externe par rapport à l'uréter, en dedans des plexus vasculaires et particulièrement veineux hypogastriques. Voilà comment se divise ce plexus hypogastrique. Et il est maintenant temps de mettre en place une vue latérale droite que nous allons emprunter à Hirschfeld de la cavité pelvienne avec son contenu. Voici vers le haut la cinquième vertèbre lombale, voici le disque intervertébral L4, L5, et voilà le foramen nerveux de L5, S1, là-bas vers l'arrière. Vers le bas, voici le sacrum, et vers la droite, nous avons sectionné un morceau de l'aile iliaque après l'articulation sacro-iliaque. Le sacrum vers le bas va se prolonger par le coccyx. Le sacrum présente les 4 hiatus sacrés antérieurs avec les crêtes synostosiques, et le sacrum va maintenant nous permettre de rappeler les formations pariétales que sont le muscle piriformis, le pyramidal du petit bassin, qui va sortir par la grande échancrure sciatique. Cela va également nous permettre de montrer l'arrivée du tronc lombosacré L4 et L5, qui au passage va donner ici le nerf glutéal supérieur, et qui va plus bas rejoindre la racine S1,
la racine S2 et la racine S3 pour entrer dans la constitution du volumineux nerf sciatique, du grand nerf sciatique. À partir de S2, de S3 et de S4, voici le départ du nerf pudendal, du nerf honteux interne. La chaîne orthosympathique latérovertébrale se présente donc dans ce plan avec le caténaire lombal, avec le plexus hypogastrique supérieur de Hauvelac que nous avons schématisé précédemment, et avec les renflements ganglionnés de la chaîne sacrée, souvent au nombre de 4, voire de 5. La cavité pelvienne va être occupée par les 3 loges viscérales, la première loge étant bien sûr la loge digestive, la loge rectale. L'ampoule rectale et vers le haut la jonction sigmoïdo-rectale ont été ici réclinées vers le haut, et vers le bas la jonction recto-anale va être marquée par la présence du sphincter strié de la marge de l'anus jusqu'à l'aplomb de la ligne anocutanée de Hermann. Vers l'avant, nous allons mettre en place ici la vessie prolongée qu'elle est vers le haut par l'ouraque, avec vers le bas le trajet de l'urètre prostatique que nous allons préciser dans un instant, puis de l'urètre pénien. La prostate, en effet, va enserrer la base de la vessie dans ce plan et va laisser apparaître maintenant le sphincter strié de l'urètre, alors que autour de l'urètre bulbaire se détachent maintenant les corps caverneux de la verge qui viennent constituer les formations érectiles. Nous sommes là en arrière de la symphyse pubienne. Voici la paroi abdominale antérieure dans laquelle se trouve creusé l'orifice profond du canal inguinal. L'uréter lombal va donc arriver dans ce plan, effectuer sur la face latéro-rectale et vers la face postérieure de la vessie son fuseau pelvien, et l'uréter va être marqué par le surcroisement ici schématisé de la voie spermatique, du canal déférent qui arrive de l'orifice profond du canal inguinal, qui surplombe et qui surcharge l'uréter et qui va gagner la face postérieure et supérieure de la vessie en direction des vésicules séminales que nous rappelons de la sorte. Rappelons enfin, juste pour mémoire, la présence des pédicules vasculaires en simulant ici le tronc de l'artère hypogastrique et le départ ici de l'artère rectale moyenne, l'artère rectale supérieure, branche de la mésentérique, arrivant par le haut. Satellite de l'artère, voici les plexus veineux hypogastriques, eux aussi schématisés pour ne pas surcharger le dessin. Et il nous reste maintenant à figurer, compte tenu de son importance topographique, le plan du muscle releveur de l'anus, le plan du muscle levator ani, qui est le plancher pelvien, qui est l'entonnoir qui maintient en place tous les viscères de la cavité pelvienne. Nous allons schématiser très rapidement, sectionner ce muscle levator ani jusque en arrière de l'ampoule rectale. Le plexus hypogastrique inférieur de Hauvelac va donc recevoir premièrement le contingent mixte issu du plexus mésentérique inférieur, comme nous l'avions montré tout à l'heure, qui arrive ici vers l'arrière. Il va recevoir deuxièmement ces gros nerfs hypogastriques, droit et le gauche esquissé de l'autre côté, qui ont eux aussi contourné la face latérale du rectum et qui se dirigent vers la face, le contingent médial du plexus hypogastrique. Et puis ce plexus hypogastrique inférieur va recevoir des filets issus de la chaîne orthosympathique latérovertébrale sacrée à partir des 2e, 3e et 4e renflements ganglionnés. Et je vais donc maintenant marquer en blanc pour bien montrer qu'il s'agit d'une formation mixte, d'un véritable carrefour splanchnique à partir duquel les branches efférentes pourront véhiculer aussi bien les influx ortho que les influx parasympathiques, cette lame qui fait à peu près 4 à 5 cm de long, qui est fenêtrée, qui est embrochée sur l'uréter, qui va recevoir bien sûr le 3e contingent important que sont, à partir de S2, de S3 et de S4, voire de S5, les nervi erigantes
c'est-à-dire les rameaux érecteurs du nerf érecteur Descartes. Certains de ces rameaux vont d'ailleurs passer directement en dessous du plan du levator ani, intéresser le plan du périnée superficiel et se diriger vers les organes érectiles. Le plexus hypogastrique mixte, ainsi embroché sur l'urtère, qui reste le fil directeur de la dissection de ce plexus, nos vieux maîtres nous disaient, quand vous intervenez sur le pelvis, montez donc 2 sondes urétérales afin de retrouver l'urtère, afin d'éviter de le blesser, car bien sûr, dans les envahissements carcinologiques du pelvis, cette reconnaissance n'est pas toujours facile. Le plexus hypogastrique va abandonner des rameaux en direction rectale, un rameau rectal supérieur, 3 ou 4 petits rameaux qui sont des rameaux rectaux latéraux que nous pourrions montrer sur le schéma précédent, un rameau rectal inférieur qui est souvent de gros calibre, puis va abandonner l'anse urétérique qui a été décrite sous le nom de nerf urétérique de Rüdinger, avant que de gagner en 2 contingents, là encore, un contingent médial et un contingent latéral, la vessie. Ces rameaux vésicaux vont pénétrer dans la musculeuse avant le trigone vésical. Ces rameaux vont, pour la prostate, se répartir en un réseau de mailles fines superficielles, vont donner des filets, 3 ou 4 filets pour la vésicule séminale, et vont abandonner pour le canal déférent des rameaux qui suivent la voie spermatique. Eh bien, pour bien comprendre les rapports de ce plexus hypogastrique, je vais mettre en place 2 coupes frontales, verticales, l'une qui va passer AB par la loge postérieure du pelvis, l'autre CD qui passera par la loge antérieure du pelvis de l'homme. La première coupe, selon AB, passe par l'ampoule rectale et va intéresser le sacrum en arrière, puis l'articulation sacro-iliaque sur le côté. Cette coupe vers le bas permet de retrouver la tubérosité ischiatique et va permettre également de remettre en place les formations pariétales. Tout d'abord, la sortie par la grande échancrure sciatique du muscle piriformis, du muscle pyramidal du petit bassin, la sortie par la petite échancrure sciatique du muscle obturateur interne, obturateur sur l'aponévrose duquel va venir s'implanter l'arcade du levator ani. Nous allons retrouver ici le petit ligament sacro-sciatique, là le grand ligament sacro-sciatique, le ligament sacro-tubéral qui constitue le canal d'Alcock, et nous allons également retrouver l'émergence des racines rachidiennes qui viennent constituer le nerf sciatique, qui viennent constituer le nerf pudendal, qui, après être temporairement sorti de la grande cavité, va repénétrer dans cette cavité, dans le plancher pelvien, dans le plancher périnéal, sous le ligament sacro-sciatique. À la partie postérieure, donc, la coupe intéresse l'ampoule rectale, dont voici la jonction recto-anale, puis la ligne ano-cutanée de Hermann. L'ampoule rectale va être caractérisée par les valves de Kohlrau. Voici à la partie basse la ligne ano-cutanée, et voilà autour du canal anal la section du sphincter strié de la marge de l'anus. Le muscle releveur de l'anus va, lui, s'implanter sur l'aponévrose de l'obturateur interne, y déterminant l'arcade du levator ani, puis va venir mêler ses fibres à la jonction recto-anale pour constituer la classique arcade de Leimer, et le releveur de l'anus est emballé, bien sûr, par son aponévrose qui lui est propre. Ici, en dessous, nous sommes à l'aplomb de la fosse ischiorectale, et c'est là que vont déjà apparaître certains rameaux érecteurs qui passent sous le plan du releveur de l'anus et qui vont se destiner au périnée antérieur. Vers le haut, sur la face latérale, voici l'urètre, voici les vaisseaux hypogastriques, départ par exemple de l'artère rectale moyenne, voilà vers le haut l'arrivée de l'artère rectale supérieure, les artères sacrées médianes et sacrées latérales. Les éléments artériels sont accompagnés par les plexus veineux, et c'est donc là qu'à partir de la chaîne orthosympathique latérovertébrale, à partir du nerf hypogastrique, viennent se tisser les
premier filet avec les rameaux qui quittent le nerf pudendal, les racines du nerf pudendal, les premiers filets du plexus hypogastrique. Le plexus hypogastrique est en deux contingents, une partie qui est en dedans de l'uretère, une partie qui est au contraire en dehors de l'uretère, et puis c'est là que va se trouver le feutrage sous-péritonéal qui va constituer la lame hypogastrique, qui va fermer la loge rectale. Ce feutrage qui, vers le haut, va attirer les cul-de-sac péritonéaux pour former en arrière les cul-de-sac latéraux et rétro-rectaux. Et ce feutrage va être occupé, bien sûr, par les lymphatiques également. C'est au contraire en dehors que se trouve l'espace pelvis ou péritonéal par rapport à la loge périrectale, et c'est là que l'on pourrait montrer les branches efférentes à destinée rectale, qui étaient les filets émergents du plexus hypogastrique inférieur pour la paroi latérale du rectum. Après cette première coupe selon AB, nous allons terminer par une seconde coupe, par la partie antérieure de la cavité pelvienne, qui intéresse l'aile iliaque. C'est toujours la même représentation, crâniale vers le haut et le côté latéral sur la face droite. Voici l'aile iliaque, voici la branche ischio-pubienne avec le foramen obturé. Le foramen obturé permet de rappeler la membrane obturatrice. Vers le haut, les muscles pariétaux que nous ébauchons, le muscle iliopsoas dans ce plan, le muscle obturateur interne, beaucoup plus bas situé, est recouvert par le fascia iliaca et par l'aponévrose de l'obturateur interne. Les éléments nerveux classiques, le nerf fémoral, le nerf cutané fémoral de la cuisse, le nerf génito-fémoral, le nerf obturateur qui va sortir par le foramen obturé. Nous sommes ici en dessous du détroit supérieur dans la cavité pelvienne. La coupe donc intéresse la vessie chez l'homme, dont le col va se prolonger par l'urètre prostatique, puis par l'urètre membraneux, puis par l'urètre bulbaire, et la vessie va recevoir à sa face postérieure et supérieure l'uretère, dont on devine ici l'arrivée du fuseau pelvien, l'uretère qui a été surcroisé, comme nous l'avons montré tout à l'heure, par la voie spermatique, par le canal déférent qui va ensuite plonger en arrière de la loge prostato-vésicale. En effet, sous le col de la vessie se trouve la prostate, qui est maintenant représentée ici en coupe, et en dessous de la prostate, l'urètre est entouré par le sphincter strié de l'urètre, c'est la portion membraneuse de ce canal urétral. Au contraire, autour de l'urètre bulbaire, voici les corps spongieux périurétraux, alors que voici en dessous de la branche ischio-pubienne la racine des corps caverneux de la verge, ces structures étant emballées bien sûr par les muscles ischio-caverneux et par les muscles bulbo-caverneux qui sont des muscles volitionnels. L'aponévrose périnéale moyenne, qui va emballer le sphincter strié de l'urètre, véhicule le nerf pudendal qui va prendre en charge l'innervation volitionnelle des muscles périnéaux superficiels, et au-dessus, bien sûr, c'est maintenant le muscle releveur de l'anus qui va fermer l'entonnoir pelvien, le releveur de l'anus qui a sur l'aponévrose de l'obturateur interne déterminé l'arcade du releveur de l'anus et qui a son aponévrose qui lui est propre. En dehors, nous sommes ici à l'aplomb de la fosse ischio-rectale et de son prolongement antérieur. Vers le bas, ici, voici la peau avec l'aponévrose périnéale superficielle et bien sûr dans les espaces superficiels, comme tout à l'heure, les rameaux érectiles qui sont destinés au corps caverneux, qui sont destinés au corps spongieux périurétral. À la partie supérieure, donc, nous allons rappeler rapidement ici les vaisseaux iliaques externes qu'a surcroisé l'uretère et rappeler la mise en place maintenant du plexus hypogastrique qui est là embroché avec ses formations ortho, avec ses formations parasympathiques, avec ses branches efférentes destinées à la voie déférentielle, avec ses branches efférentes destinées à la face latérale de la vessie, destinées à la face latérale de la prostate, qu'elle enserre sur sa face externe, et là encore, avec l'artère ombilico-vésicale, avec l'artère prostatique,
avec les vaisseaux déférentiels, avec leurs satellites veineux et les éléments lymphatiques, voilà ce qui va tisser la lame hypogastrique qui constitue le fascia pelvis, l'arc endopelvien, qui ferme donc par ses expansions et la loge prostatique et la loge périvésicale par rapport à l'espace pelvis ou péritonéal. C'est cette lame dont il faut faire la dissection, c'est cette lame qui porte maintenant quelquefois le nom de lame neurovasculaire de Walsh, et vers le bas, donc, sur les faces latérales de la prostate, voici également les plexus veineux qui sont très richement anastomotiques. Voilà comment se présente donc ce plexus hypogastrique inférieur de Ovolac chez l'homme.